Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors oui, le décor a encore changé puisque je suis incapable de garder un environnement normal tout le temps. Non, pour être très sincère, en fait, le canapé que j'avais dans ma chambre, on l'a déplacé, ce qui fait qu'on a ramené mon fauteuil que vous devez bien connaître puisque c'est mon fond YouTube depuis quand même pas mal d'années. Là il est tout moche, il est tout décoloré, faut que je le reteigne, c'est pas le sujet. Vous avez le fond qui reviendra bientôt parce qu'il faut que je l'accroche au mur, ma petite étagère, etc. etc. Donc voilà pour l'aparté fond. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un ask witchy. Je vous avais demandé de me poser des questions que ce soit dans l'onglet communauté sur YouTube ou alors via l'encart questions en stories Instagram et vous avez été quelques-uns à m'en poser quelques-unes donc je vais vous y répondre de ce pas en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la sorcellerie, ton évolution dans la pratique? Je crois que j'ai répondu à plusieurs reprises à cette question de qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée dans la sorcellerie, mais ça me dérange pas du tout d'y répondre à nouveau. J'ai commencé à m'intéresser, rien qu'à m'intéresser à la sorcellerie quand je devais avoir, je pense, 15 ans à peu près. Ce qui a vraiment fait que je me suis intéressée à la sorcellerie, franchement je vais être honnête avec vous et je vais pas vous mentir, c'est la pop culture. C'est vraiment Charmed, la série BD Witch, ce genre de choses. En fait, j'ai commencé automatiquement de moi-même à regarder sur internet, à taper sort, magie, rituel, etc. Et en fait, quand j'ai découvert que j'avais des réponses, que effectivement c'était quelque chose qui existait, que c'était des pratiques qui existaient, j'étais là en mode et en fait c'est là où j'ai commencé à regarder, à m'orienter. J'ai d'abord commencé à découvrir du coup les différents types de magie, enfin les différentes couleurs de magie, même si à mon sens la magie n'a pas de couleur maintenant, mais c'est un autre sujet. Et en fait j'ai vraiment commencé à mettre un pied dedans par la Wicca, parce que à l'époque, donc vers 16 ans du coup, on va dire, donc c'était il y a plus de 10 ans, vers 16 ans, il y avait tellement peu d'informations sur la sorcellerie de manière générale sur internet. C'est pas aujourd'hui le pléthore d'informations qu'on a actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'allais dire, mais c'est un réseau social, sur les livres, sur les forums, sur les blogs, sur plein de choses comme ça, les magazines, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de supports pour apprendre la sorcellerie. C'était pas du tout mon cas à l'époque. Ce qui fait que le peu de choses que j'avais trouvées sur internet étaient en rapport avec la Wicca. Donc pour moi dans un premier temps, je partais du principe que c'était la seule chose qui existait en rapport avec la sorcellerie. Et donc je me suis orientée là-dessus et ensuite en découvrant véritablement la Wicca, j'ai découvert qu'il existait pas mal d'autres choses finalement. Mais surtout la Wicca parce que la Wicca en fait ça me semblait être une évidence. Voilà, genre vraiment quand j'ai découvert la Wicca ça me semblait vraiment être une évidence, ça correspondait vraiment à ce que je recherchais et à qui j'étais à l'époque en fait. Mais avant tout ce que je cherchais, je pense, c'était un sentiment d'appartenance. Dans la sorcellerie en général, ce qui a fait que je suis restée et que je me suis vraiment lancée dedans, c'est qu'en fait ça répondait un peu aux questions que je me posais dans la vie quotidienne. Ces histoires d'énergie, ces histoires de croyances, ces histoires de... Ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi j'étais le genre de gamine quand j'étais petite, je parlais aux plantes et j'étais persuadée qu'elles me répondaient en retour, je parlais au vent et je le fais encore. Quand t'as des énormes bourrasques de vent, je suis là en mode oh tu te calmes. Mais je dis pas ça en l'air, je parle à quelqu'un pour moi en fait. Et donc du coup j'ai souvent été marginalisée par rapport à ça quand j'étais plus jeune.
surtout par mes proches qui étaient au courant que je parlais aux plantes et au vent. Et du coup, en fait, quand j'ai découvert la sorcellerie, ça a apporté des réponses à mes questions et j'étais là en mode ok, donc en fait, je suis pas timbrée. That's good. Genre vraiment. Donc c'est ce qui a vraiment fait que je me suis lancée dans la sorcellerie, c'est qu'en fait, c'est comme si je devais imager ça, pardon, c'est comme si tu rentrais dans la maison qui avait toujours été la tienne, mais tu le savais pas. Et en fait, tu rentres et t'as ce sentiment d'appartenance et d'hospitalité, enfin de... It feels like home, genre vraiment. Je sais pas comment l'expliquer autrement, quoi. Mon évolution dans la pratique. Alors, c'est très vague comme question. Ma pratique, elle a énormément changé au fil des années. Au début, je me mettais énormément de pression, je répondais à beaucoup de codes, à beaucoup de règles, parce que je croyais que c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. J'ai conscience qu'il y a des règles en sorcellerie et que il faut les respecter. Pas... Alors, pour un respect de la pratique et des aînés, ça, d'accord, mais aussi parce qu'en fait, bah si tu les respectes pas, ça marche pas. De la même manière qu'une recette de gâteau, tu vas pouvoir intervertir certains ingrédients. Tu vas pouvoir, par exemple, je te donne un exemple tout con, t'as pas d'œuf pour faire un gâteau. Tu peux, par exemple, compenser avec de la compote de pommes. Voilà. Selon un dosage assez précis, etc. Puis ça marche pas dans tous les cas. En sorcellerie, c'est à peu près pareil. Je pense notamment justement aux correspondances et ce genre de trucs. En fait, tu peux pas inventer une correspondance à une plante, à une épice ou à une pierre, en fait. Ça ne fait pas sens. Il a été estimé, attribué, on va dire, que cette plante avait tel effet. Ça fait des milliers d'années que c'est le cas. Ça a toujours été utilisé de cette manière. Alors, je dis pas que y a pas, on est en continuelle évolution dans la sorcellerie et que des fois on découvre justement que telle ou telle chose est peut-être plus adaptée à tel ou tel cas de figure. Ça, je ne nie pas la chose, mais il y a des règles quand même qui sont assez établies. Et donc aujourd'hui, je respecte ces règles, mais par contre, là où je me mettais la pression avant, notamment sur les célébrations d'Esba et de Saba, bah c'est plus forcément le cas. Genre là par exemple, j'ai loupé la pleine lune en bélier. Alors, louper, c'est un bien grand mot. Il y avait une partie de moi qui avait pas du tout envie de la célébrer parce qu'elle m'a vraiment roulé dessus et franchement, j'avais pas du tout envie de la célébrer en fait. Même si je pense que j'aurais dû parce que justement, c'est quand on galère le plus que il est important de faire un travail sur soi-même. Et la sorcellerie, c'est un travail sur soi-même. Mais en fait, au-delà de ça, en fait, j'étais malade, je me sentais pas bien. Et donc, en fait, avant, il y a encore plusieurs années, quand j'ai débuté en sorcellerie, je me serais mis la pression et je me serais dit putain, merde, je suis trop nulle, quoi, je suis pas une vraie sorcière. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et de la même manière, mon évolution dans ma pratique à proprement parler, en fait, là où avant j'avais envie de toucher à tout, pour découvrir le plus de choses possible et ne rien louper. Aujourd'hui, en fait, je suis plus dans une optique de je me recentre sur des choses qui m'intéressent vraiment. Je reste curieuse de nature et j'ai envie d'apprendre, mais c'est pas cet apprentissage que je vais mettre en pratique, en fait. Ça va vraiment être de la pure curiosité. Ma pratique, je commence à me recentrer dessus véritablement et à vraiment faire quelque chose qui m'intéresse, on va dire. À faire quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux, si on peut dire. Donc voilà, et dernier point sur l'évolution de ma pratique, j'ai arrêté d'en parler. J'en parle vraiment à mes proches, à mes amies sorcières que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, ou alors aux gens du Coven, donc du Discord, parce que c'est des safe places. J'ai conscience que quand je vais dire un truc, si jamais on a besoin de me faire une réflexion parce que j'ai tort sur un sujet, on me le dira sans agression et on me dira pas de toute façon t'es qu'une grosse merde, ta pratique elle est nulle, tu sais pas faire bouh, mauvaise sorcière. On me le dira, j'ai pas envie de dire le terme de bienveillance parce que ce terme mais on me le dira gentiment, on m'expliquera par A plus B le pourquoi du comment je pourrais avoir tort. On me le démontrera et on me fera des critiques constructives en fait, surtout c'est ça, on me fera des critiques constructives. Donc le fait de plus montrer ma pratique sur les réseaux sociaux et de plus en parler, ça me fait un bien fou. Et en fait,
J'aurais pensé que ça me déconnecterait en fait de ma pratique, que j'aurais peut-être moins envie de pratiquer, que j'aurais peut-être moins le cœur à ça, ou que j'aurais trouvé peut-être ça un peu plus dénaturé. Et en fait, au contraire, le fait de ne plus parler de ma pratique sur les réseaux sociaux, à part à des personnes ou dans des univers que je choisis et qui me font me sentir bien, bah au contraire, ça a soudé mon lien à ma pratique et à ma sorcellerie. Voilà. Quasiment 10 minutes de réponse pour ça. On me dit, si tu devais comparer l'univers witchy de tes débuts et celui de maintenant. Vous aimez bien me mettre dans les problèmes, hein. Bah c'est clairement pas le même. C'est clairement pas le même. L'univers witchy que j'ai connu à l'époque était très en douceur. Tout était centré sur l'apprentissage. Tout était centré sur le partage des connaissances, le partage des pratiques. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, je trouve. La communauté ésotérique est devenue très 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 toxique. Je pense qu'en fait on le doit, si on doit me demander mon avis, personne ne me demande mon avis. Si je devais donner mon avis, je pense qu'on le doit en fait à l'effervescence de nouvelles personnes. Et ça me semble... en fait, je trouve ça un peu logique. Plus une communauté sera grande, plus on augmente les risques de toxicité. C'est logique. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé pour la communauté ésotérique sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, il y a un truc que je tiens à préciser. Aujourd'hui, étrangement, je me sens beaucoup plus intégrée dans la communauté ésotérique que c'était le cas à l'époque. Dans le sens où, même si je reste sur mon avis que je trouve que la communauté est devenue toxique, et c'est ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de grands noms ont cessé de parler de sorcellerie sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus intégrée dans la communauté ésotérique. Et en fait, t'as des générations, si on peut dire. Enfin, c'est peut-être très court comme laps de temps pour parler de génération, mais je trouve que c'est très... c'est un bon exemple. En fait, à mon sens, moi, quand j'ai débuté en sorcellerie, il y avait la génération de Lisbeth. Ok. Lisbeth, V-Bataille, Mystics Moons, etc., etc., qui ont constitué 90% du contenu ésotérique auquel j'étais cliente. Ensuite, et c'est là où moi j'avais l'impression d'être un peu moins intégrée, parce qu'en fait, j'avais vraiment cette impression de... C'était une petite communauté auquel tu ne faisais pas partie. Voilà, c'était... ils faisaient un peu bande à part. Et c'est pas du tout contre ces personnes-là, hein. Je pense qu'elles se rendaient absolument pas compte de ça, mais j'avais moi cette impression-là. Aujourd'hui, j'ai plus forcément le cas, et c'est peut-être parce que ça fait un moment que je fais du contenu sur les réseaux et que j'ai une communauté grandissante, que du coup j'ai, moi, automatiquement le réflexe de me sentir plus légitime à, par exemple, être comparée à des créateurs de contenu ésotérique, ou alors à moi communiquer avec des créateurs de contenu ésotérique, mais je me sens beaucoup plus intégrée. Et du coup, on est sur une nouvelle génération aujourd'hui de créateurs de contenu ésotérique. Ça fait déjà peut-être 4-5 ans que c'est le cas. Je prends notamment Sarah Hall, Olympe, du compte Fairy Stone. Je prends Claire de Lune, je crois qu'elle s'appelle Emma, je sais plus. Et c'est des gens qui... Alors, Sarah, ça fait un moment qu'elle en parle sur les réseaux, mais à petite échelle, ça doit faire peut-être genre, vraiment, très sincèrement, ça doit faire moins de 5 ans, je pense, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a deux générations pour moi. Et du coup, ça, comme en fait on est sur un avènement des réseaux sociaux et des communautés qui sont déjà très grandes à la base, quand on commence à parler du coup du sujet de l'ésotérisme qui est quand même à la base une communauté secrète, on va dire, et cachée, bah forcément quand tu l'ouvres au grand public et que t'as plus de gens qui s'intéressent, bah comme je disais, t'augmentes tes risques de toxicité et t'augmentes tes chances d'être une communauté beaucoup moins bienveillante. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Donc voilà. La réaction des gens quand tu leur dis que tu es une sorcière proche aux nouvelles rencontres. Je le dis plus.
En fait, je le dis plus. Et c'est une des raisons aussi qui fait que je me suis vachement rapprochée de ma propre pratique. C'est parce que maintenant, j'ai vraiment ce concept de... pas de secret, parce que je me cache pas, parce que j'en parle sur les réseaux sociaux, donc c'est pas une question de secret. C'est plus une question de... En fait, j'estime qu'ils ont pas besoin de savoir. Voilà. Avant, je ressentais le besoin limite viscéral de l'exprimer, d'exprimer que j'étais une sorcière et que je pratiquais la sorcellerie, parce que déjà j'étais très très contente d'avoir enfin trouvé ma voie et du coup j'avais envie de crier sur tous les toits. Mais en plus de ça, j'étais constamment à la recherche de gens comme moi, donc je me disais que plus j'en parlais, plus il y avait de chances que je rencontre des personnes comme moi. Et puis bah en fait surtout vraiment je me disais ils doivent savoir, ils sont obligés de savoir, c'est mes proches, à un moment donné ils vont forcément en fait le savoir. La vie m'a montré que non, pas nécessairement, et puis alors 90% des gens sont carre le cul quoi. Donc voilà. À l'époque quand j'en parlais, j'étais pas forcément... En fait c'était pas des moqueries pour se moquer, c'était des railleries, c'était vraiment... on en rigolait. C'était genre... ah ouais, genre là tu peux me jeter un sort là. C'était beaucoup d'incompréhension, beaucoup de railleries sur ces incompréhensions-là. Après, j'ai beaucoup tiré les cartes à mes proches, fut un temps. À mon ancien cercle d'amis par exemple. Donc c'était assez accepté, hein, c'était vraiment... tout le monde savait que j'étais une sorcière et que je pratiquais la sorcellerie et que je faisais des rituels et que je jetais des sorts et que je tirais les cartes. C'était assez bien accepté dans l'ensemble. J'ai jamais ressenti de discrimination ou quoi que ce soit par rapport à ça. Aujourd'hui, je n'en parle pas. Les seules personnes autour de moi qui sont au courant, il y a mes 2 meilleures amies, mais parce que ça fait des années qu'elles sont là. Mon copain, ma mère, mais parce que bah voilà, c'est ma mère. Bah après, dans ma famille, y a des gens à qui je parle pas, donc c'est vrai qu'automatiquement je vais pas y penser à les mentionner, mais mon père, ma soeur, mon frère, voilà. Mes oncles, mes tantes, non. Parce qu'en fait je suis jamais en contact avec eux, donc j'ai aucune raison de leur en parler. Cousins, cousines, c'est pareil. Les amis de mes copains... les amis de mon copain ne sont pas forcément au courant. J'ai lâché 2-3... j'allais dire indices, mais en fait c'est pas des indices, c'est simplement j'en parle en fait. Enfin pour vous donner un exemple tout con, cet été quand on était dans la Drôme, on a reçu des copains, on parlait justement d'Halloween et on parlait de potentiellement faire une soirée d'Halloween et moi je disais que justement je célébrais pas le 31 parce que le 31 bah voilà il y avait Samhain et je l'ai vraiment lâché comme ça, comme si tout le monde était au courant de ce qu'était Samhain quoi. J'ai pas eu de questions donc je suis partie du principe que soit ils s'en foutaient, soit juste... bah ça les intéressait pas quoi, enfin... Voilà en fait, juste de manière générale. Mais je me suis pas présentée comme sorcière ou quoi que ce soit. Et je le ferai pas nécessairement à l'avenir. Parce que j'en vois pas l'intérêt. Vraiment, j'en vois pas l'intérêt. Si les gens viennent à le savoir, bah ils le sauront. Mais sinon, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. On me demande, y a-t-il encore de la concurrence néfaste sur Insta, référence story d'Olympe? Oui, parce que je sais pas si vous suivez Olympe sur les réseaux sociaux, donc sur son compte dédié à la santé mentale, donc We Are Olympe, elle a fait... Mais non, je crois qu'elle en a parlé... Non, elle en a parlé sur son compte ésotérique, pardon, donc Fairy Stone. Elle parlait du fait que justement, elle s'était un peu retirée récemment là, des réseaux witchy, de ses réseaux witchy, parce qu'elle avait ressenti une concurrence néfaste. Et alors moi, je l'ai vu, sa story, et j'avoue, je ne sais pas du tout à quoi elle faisait mention. Est-ce qu'il y a une concurrence néfaste ? Je pense que oui, mais je pense qu'en fait elle est implicite. Je pense qu'elle n'est pas voulue. Dans le sens où aujourd'hui, pour se faire une place sur Instagram, il faut cravacher. Pour être vu par l'algorithme, pour que son travail soit mis en avant, il faut cravacher.
Donc t'as une concurrence qui est implicite, et je pense que c'est le cas pour tous les créateurs de contenu, sauf que quand tu es dans un domaine très spécifique, et qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans ce domaine, bah ta concurrence, elle est exacerbée, ce qui est logique. Couplé à la communauté que je trouve toxique, moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait une concurrence néfaste. J'en ai personnellement jamais fait les frais. Si jamais il y a des créateurs de contenu qui ont fait les frais, j'aimerais bien qu'ils m'en parlent et qu'ils m'expliquent le pourquoi du comment, parce que moi j'ai jamais ressenti ça. Mais je pense que surtout quand tu débutes à en parler, parce que là pour le coup, Olympe, ça fait des années qu'elle pratique, mais elle commence à peine à en parler en fait sur les réseaux sociaux. Donc il faut se faire une place dans une communauté qui est déjà bien intégrée, bien installée. C'est peut-être à ça qu'elle faisait référence. En tout cas, moi je n'ai pas ressenti de concurrence néfaste. Voilà. Mais après, je suis très très peu de comptes Witchy maintenant, de moins en moins. Soit parce que les gens que je suivais ont décidé d'arrêter de créer du contenu, soit parce que en fait ça me plaît pas forcément, parce que les gens en font. Et j'ai l'impression de me disperser plus qu'autre chose. Donc au contraire, je suis à nouveau, comme pour ma pratique, je suis des gens qui sont en rapport avec ma pratique, et donc je suis des gens qui m'apportent véritablement quelque chose dans ma pratique. Après, je suis des comptes génériques, je pense notamment à Mystics Moons, à des comptes type... comment il s'appelle ce compte Instagram, Witches of Instagram je crois, non, je sais plus, de toute façon je compte vous faire un follow Witchy 2, qui sont un peu plus génériques, notamment pour vous partager des informations comme les infos sur les sabbats, les infos sur les esbats, les tirages de cartes, ce genre de trucs, etc. etc. Voilà. Quel est ton plus bel atout de sorcière? Je comprends pas la question. Donc, désolée, je comprends pas la question. N'hésite pas à développer en commentaire et je te répondrai en commentaire, du coup je suis désolée. Ton animal totem / familier. Alors je n'ai pas de familier. Mon animal totem... Alors, ce ne sont pas des animaux totem... Enfin, ce n'est pas un animal totem, puisqu'un animal totem te suit toute ta vie, c'est très particulier. J'ai 3 animaux guides pour l'instant. Les animaux guides, qu'est-ce que c'est? Moi je le vois comme... En fait il n'y a pas de définition à proprement parler, c'est pour ça que je dis moi je le vois. Comme en fait des animaux qui donc ont une représentation très spécifique, une symbolique très spécifique, qui viennent t'accompagner sur une période de ta vie, qui parfois peuvent revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois dans ta vie. Parfois vont rester 4 ans, parfois vont rester 6 mois. Et en fait, tout ça pour te dire, pour te faire part de sa symbolique et te dire qu'il faut peut-être que tu travailles plus sur cette symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, mais j'ai 3 animaux guides. J'ai le loup, le corbeau et le serpent. Par exemple, le loup, en termes de symbolique, c'est la meute, c'est la famille. C'est se rapprocher de ses proches et ses liens familiaux. C'est créer son cocon, c'est créer sa meute en fait. Donc par exemple, dans certains moments de ma vie, le loup va être très très présent et justement pour me rappeler de travailler sur cette symbolique-là. Le corbeau, c'est tout ce qui va être lié à la sorcellerie, au mysticisme, à l'ésotérisme, etc. Donc quand le corbeau est très présent, c'est du coup que je dois travailler davantage sur cet aspect-là, par exemple. Et enfin, le serpent, c'est la transformation. Et en général, le serpent, il arrive justement pour me dire, il y a du changement, il faut faire du changement, tu as besoin de te transformer, travaille là-dessus, voilà. Voilà en gros mes 3 animaux guides. J'en ai pas forcément eu d'autres. J'en ai un qui est légèrement apparu, qui est donc la chouette, qui est donc la sagesse, l'intelligence, mais elle est pas restée assez longtemps pour que véritablement je comprenne pourquoi, du comment, voilà. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent comment je sais que par exemple en ce moment c'est le corbeau. Comment je sais en fait? Alors, y a plusieurs cas de figure différents. Il y a des signes
Je mets ça entre gros guillemets parce que c'est sujet à interprétation, mais c'est des apparitions. Là, en l'occurrence, moi par exemple, autour de chez moi, j'ai énormément de corbeaux. De corneilles, pas de corbeaux. Mais, et du coup, on pourrait se dire qu'il y en a tellement que du coup, on peut pas partir du principe que c'est un signe. Et pourtant, j'ai énormément de corneilles qui vivent autour de chez moi, mais là, très sincèrement, ça va faire 2 semaines que je ne les ai pas entendues. Et pourtant, tu sais qu'elles parlent. Il y a eu des périodes où en fait, elles étaient là, tous les jours, en bas de mon immeuble, à croisser. Elles volaient au-dessus de l'immeuble, elles volaient au-dessus de moi quand je sortais pas dit, tout le temps, elles étaient dans le bois, tout le temps, ça piaillait, ça piaillait. Mais là, je les ai pas entendues. Ça va faire vraiment très sincèrement 2 semaines que je les ai pas entendues. Signe que visiblement, ma phase du corbeau est terminée et que j'ai pas forcément besoin de... Enfin, j'ai toujours besoin de travailler sur la sorcellerie, mais ma phase où j'avais vraiment besoin de me concentrer dessus est potentiellement terminée. Voilà. Après sinon c'est des signes dans la lecture, c'est de manière générale tu es attiré par cet animal-là, tu y penses très souvent, tu le vois en rêve, t'en vois partout, enfin typiquement quoi. As-tu déjà vécu des expériences paranormales liées ou non à ta pratique? Oui. Elles ont jamais véritablement été liées à ma pratique. Je réfléchis. Non. Elles ont jamais été liées à ma pratique. Mais il faut savoir que... je vous parlais dans la vidéo sur le tag de sorcière que je ne croyais pas en ce terme de don. Parce que un don, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as un don que tu as plus de capacité qu'une personne qui a travaillé cette capacité pendant 10 ans. Voilà. Mais tu as des facilités, on va dire. Et nous, dans ma famille, on a ce qu'on appelle le don de double vue. C'est-à-dire, en gros, la capacité de voir, entrer en contact avec des personnes de l'autre monde, avec des esprits, etc. C'est-à-dire que je suis plus sujette à avoir effectivement des expériences paranormales. Pour résumer la chose et vraiment la grossir. C'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, faut le savoir. J'ai jamais voulu rentrer en contact avec des esprits. Ça ne m'intéresse pas parce que ça me fait peur, mais parce que juste ça m'intéresse pas. Donc j'ai eu des expériences paranormales, j'ai eu des cas paranormaux, mais comme je me suis renfermée là-dessus et que j'ai fait en sorte de ne plus en avoir, et ben aujourd'hui je n'ai pas travaillé ce don, et donc en fait j'ai pas eu d'expérience paranormale depuis très longtemps. Mais j'en ai eu quelques-unes, oui. Si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo qui est dédiée à ça, mais les gens du Coven sont au courant de toutes les expériences paranormales, puisqu'on a fait 2 éditions de cercles sur les expériences paranormales qui étaient géniales. Il faudra qu'on en refasse d'autres, bien sûr. Mais oui, j'ai quelques expériences paranormales qui me sont arrivées. Elles m'ont jamais mise mal à l'aise, elles m'ont jamais fait peur. Parce que j'ai jamais senti que j'étais face à un esprit malveillant. Voilà. Mais voilà, j'en ai déjà eu. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo par rapport à ça. Un moment marquant dans ta pratique. C'est un moment que je chérirai toute ma vie, je pense, de sorcière. C'est quand j'ai eu l'occasion de présider un cercle pour une nouvelle lune avec les membres de l'entreprise Terre d'Avalon. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 1 ou 2 ans, j'ai travaillé avec l'entreprise Terre d'Avalon pendant 1 an. En gros, je gérais leur contenu sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que j'étais en contact permanent avec eux. Et en fait, l'été, ils sont localisés à la montagne. Et à l'occasion, justement, avant notre collaboration professionnelle, à l'occasion justement de débuter, on va dire, cette collaboration professionnelle, je les ai suivis un été pendant 4 jours. Je suis montée donc à la montagne avec eux et j'ai suivi leur quotidien, comment ils travaillaient, etc. etc. C'est une entreprise qui fait des
complément alimentaire à base de plantes, pour vous résumer la chose. Et en fait, c'est 2 personnes que je connais très très bien. Il s'est avéré que pendant mon séjour, c'était la nouvelle lune. Et on m'a demandé donc s'il était possible de présider un cercle pour la nouvelle lune. Parce que dans les nouvelles lunes de manière générale, on se décharge de mauvaises choses, mauvaises habitudes, etc. Et que ça faisait sens pour un des membres de Terre d'Avalon. Et donc j'ai présidé ce cercle, c'était la première fois que j'en présidais un. Déjà ça m'a confortée dans l'idée que j'aimerais en présider d'autres parce que je trouve ça ultra intéressant de préparer le cercle pour quelqu'un d'autre en fait, et pas juste pour toi, et de partager ça avec quelqu'un d'autre. C'était pas la première fois que je faisais un cercle avec quelqu'un, c'était pas la première fois que je faisais un rituel avec quelqu'un, mais c'est la première fois que je le présidais. Donc c'est moi qui ai tout préparé en amont. Et en gros, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé de préparer cette nouvelle lune, de préparer ce cercle et ce rituel pour d'autres personnes que moi-même. Le fait d'avoir partagé ça aussi avec Tarte Avalon, c'était quelque chose de vraiment très très particulier parce qu'on était dans un cadre incroyable. On avait vu sur la vallée, on s'était allumé un feu et les énergies ce soir-là étaient vraiment... J'ai jamais expérimenté ça dans ma vie. Ça a été, je pense, un tournant dans ma pratique. Et c'est là où je me suis confortée dans l'idée qu'il fallait que je continue à pratiquer. Malheureusement pour moi, s'en est suivi après ma rupture, le fait que j'ai déménagé pendant 1 an chez ma mère et que j'ai totalement arrêté de pratiquer parce que la vie a fait que... Mais quand j'ai recommencé à pratiquer tout récemment, j'ai repensé à ce moment et en fait je me suis dit mais oui, ce moment m'a vraiment... je l'ai vraiment ressenti comme une évidence de... il faut que je continue ma pratique, il faut que je continue la sorcellerie parce que c'est vraiment quelque chose qui me convient, qui me rend heureuse. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Et quand t'es face aux énergies et aux conséquences des énergies, ce que tu peux ressentir, c'est merveilleux, c'est incroyable. Tu te dis waouh. Putain, mais c'est ça la magie quoi en fait. Et ouais, je pense que c'est ce moment-là. Voilà. Et enfin, dernière question, quels sont tes rituels quotidiens ? Je n'en ai pas. Voilà. Ouais, non, très sincèrement, j'ai pas de rituel quotidien. Déjà parce que mon emploi du temps ne me le permet pas. Le matin, je me lève, ça va dépendre des journées, mais je me lève entre 6h et 7h du matin. Le matin, avant d'aller travailler, tout est chronométré à la seconde. J'ai 1 demi-heure pour boire mon café, 1 demi-heure pour me préparer, et ensuite je pars au travail. Et dans les cas de figure où je me lève un peu plus tôt, c'est pour sortir mon chien. Et c'est pareil, c'est 1 demi-heure pour le sortir et tout est chronométré en fait. Donc le matin, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Alors je sais qu'il y en a qui font genre des cafés prières, des trucs comme ça. Moi j'ai trop la tête dans le cul, clairement, pour faire quoi que ce soit qui a un rapport avant mon café en fait. Voilà. Pour ce qui est du soir, c'est pareil. En général, je sors du travail entre 16h et 17h. Le temps que je rentre chez moi, il est 16h30 ou 17h30. J'ai le temps de juste me poser vite fait un petit peu, donner à manger à mon chien. Ensuite, je sors mon chien pendant 1h30. Je rentre, je me douche, je mange. Je passe un moment avec mon copain et je vais me coucher à 22h, 22h30 parce que je suis une vraie petite mamie et que je suis claquée et surtout parce que le lendemain, je me réveille potentiellement à 6h. Voilà. Donc en fait, la journée, je n'ai pas le temps de pratiquer. Donc je n'ai pas le temps de faire de rituels. Il m'arrive, de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, de faire des prières aux divinités avec lesquelles je travaille. J'ai tout un hôtel dédié aux divinités avec lesquelles je travaille. J'ai notamment des bijoux dédiés aux divinités avec lesquelles je travaille. Et du coup... ça m'est arrivé 1 ou 2 fois peut-être
depuis que j'ai repris le travail, de le faire, mais parce que j'en ai ressenti le besoin pour recentrer ma connexion avec les divinités. Et voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ce ask vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est très très important. Des bisous. Ciao ciao!